C'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'une page d'histoire axée sur la défense de la patrie. Pourquoi doit-on défendre sa patrie? Quel est le rôle des civils dans la défense nationale? Mesdames et messieurs, merci d'être branchés sur notre chaîne. Actualité oblige, le chef de l'État vient de lancer un vibrant appel à la mobilisation militaire et civile, à la résistance et à la solidarité nationale. Comment les Congolais ont-ils accueilli ces messages? La réponse tout à l'heure dans cette émission, une page d'histoire. Nous sommes heureux d'accueillir ou de recevoir le professeur Pamphile Mabiala Montouba. Il est expert en histoire militaire et sociologie militaire, directeur général de l'Institut pour la démocratie et le leadership politique. Avec lui, nous allons parler des missions de l'armée. Non seulement ça, nous allons aussi parler des rôles des civils dans la défense nationale, mais surtout de l'effort de guerre pendant la participation de la force publique lors de la première guerre, deuxième guerre mondiale, lors de la guerre au Chaba, nous sommes là au Katanga aujourd'hui en 1977 et 1978 pendant la guerre d'agression sous Mzee Laurent Désiré Kabila en 1998. Quelles leçons tirer pour la mobilisation actuelle? La réponse, bien sûr, avec le professeur Pamphile Mabiala. Professeur, je vous salue au nom de tous nos téléspectateurs. Salut madame. Sans plus tarder, dites-nous, la patrie, c'est quoi? La nation, c'est quoi, professeur? Ben, la patrie se réfère à un lieu, un espace, si vous voulez, que nous aimons. Cet espace, nous l'aimons pourquoi? Parce que nous sommes nés là-bas, ou nos grands-parents sont nés là-bas, et cet espace nous rappelle chaque fois que nous y arrivons les souvenirs du temps passé. Les roucoulements des oiseaux, hein, les oiseaux comment, la nuit par exemple, vous êtes à votre village, vous entendez les hiboux, coucou, coucou, tu te dis, comme j'entends cet oiseau-là, donc je suis chez moi. Ou bien la journée au village, bon, il y a des oiseaux qui annoncent la mort, hein, en sifflant. On dit, ah, cet oiseau-là, quand on l'entend, c'est que quelqu'un va mourir dans notre village. Donc, les parfums des plantes, vous allez dans la nature, sous les arbres, vous avez l'impression, c'est comme dans une pharmacie, avec les odeurs des plantes. C'est tout ça qui fait que les odeurs de la nature, les roucoulements des oiseaux, les cris des arboricoles, des mammifères, hein, il y a qui descendent d'un arbre à 4 heures du matin, qui remontent le soir. Tous ces bruits qui entrent dans votre outil mémoriel, dans l'outil de la mémoire, font que finalement, chaque fois que vous entendez ces choses-là, vous dites « je suis chez moi ». Tout cet attachement à des milieux comme ça qui nous ont vu naître, qui nous ont vu grandir, que nous aimons à cause de tout ce que je vous dis là, c'est ça la patrie. Pour ça, on négocie avec personne. Il faut défendre sa patrie parce que c'est un lieu de mémoire. Nous sommes attachés à notre patrie parce que nos racines se trouvent là-bas. On ne peut pas s'en débarrasser. C'est ça la patrie. Mais faites attention avec la nation. La nation, c'est une construction historique. Ça signifie que la nation se construit par les gloires communes et des souffrances communes. Vous avez été 80 ans, dit Lumumba, pendant 80 ans, on nous a fouettés matin, midi et soir parce que nous étions nés. 80 ans de souffrance, pathos. Et ça peut être des années de joie. On a fêté, je ne sais pas, les grands événements heureux. Ces événements heureux, la construction dans notre mental, cette conscience d'appartenir à des souvenirs communs pour tout un peuple, c'est ça le nationalisme. Donc c'est une conscience nationale, conscience d'appartenir à un groupe qu'on peut distinguer des autres groupes qui existent dans le monde, et ainsi de suite. Donc, la patrie, c'est attachement à la terre, sentiment d'appartenance. La nation, c'est construction de l'appartenance
à un espace, à une culture déterminée, langue commune, manière de vivre commune, croyances communes, tout ça, ça fait partie de la nationalité, de l'identité nationale. Alors maintenant que vous parlez de la nation qui est en construction, on la construit, parce que si on ne la construit pas, c'est déconstruire la nation. Le sentiment national, on peut l'augmenter comme on peut le diminuer. Le sentiment patriotique est non négociable. Vous appartenez, vous aimez votre patrie, et vous n'avez pas à vous justifier devant quelqu'un. Et pour vous, ce qui touche à ta patrie, touche à ton intégrité physique et morale, et c'est intolérable. Donc, on ne négocie pas l'appartenance à la patrie, et on ne négocie pas non plus la défense de la patrie. Il faut défendre la patrie, parce que sans cela, nous serons comme des SDF. Là. SDF, c'est des sans domicile fixe. Donc, il faut le patriotisme vous fixe à un espace que vous devez défendre, parce que votre bien commun, votre mémoire, le patrimoine commun, on ne peut pas discuter de ça. Voilà. Ok, professeur. Patrie aussi, c'est appartenir à un pays. Oui, appartenir à un pays suppose un espace qui est subdivisé entre des gens du pays et des voisins du pays en question. Les frontières sont faites justement pour définir qui sont du pays et qui ne le sont pas. Même à l'intérieur du pays, il y a des nationaux et des ressortissants étrangers. Bon, mais maintenant, comment distinguer les deux? Mais les frontières distinguent d'abord des voisins. Les voisins supposent qu'on fait la guerre parce que nous devons arriver à parler de défense. On fait la guerre pourquoi? Parce que si vous n'avez que des gens gentils autour de vous, des voisins gentils qui ne vous dérangent pas, qui ne vous envient pas, qui ne vous font pas du mal, vous vivrez autant de siècles que vous voulez. Parce que la guerre, c'est une exception. La coexistence pacifique dans le monde, elle est la règle. Ça signifie, entre deux pays qui se font la guerre, l'ensemble de leur vie commune, c'est la paix. Okay. Alors maintenant, de temps en temps, cette guerre vient perturber les relations pacifiques. Donc la situation de guerre n'est qu'une situation exceptionnelle. On a eu des guerres de 100 ans en Europe, des guerres de 6 jours, des guerres de 3 jours, des guerres d'un siècle, de 15 jours, et ainsi de suite. Mais c'est des situations temporaires. Pourquoi on fait la guerre, justement, qu'on doit défendre sa patrie? Parce que vous dormez bien, vous voulez avoir, par exemple, la nuit, tranquillité publique. On veut, laissez-moi tranquille, que je dorme tranquillement. Et votre voisin fait toujours du bruit toute la nuit, il ne vous laisse pas dormir. Le matin, vous ne serez pas son ami. Parce que la politique multiculturelle à travers le monde, toutes les nations qui sont multiculturelles doivent avoir un principe qu'on appelle oui à la diversité culturelle. Acceptons que, comme on dit aux États-Unis, et pluribus unum, l'union dans la diversité. Nous sommes nombreux comme groupe culturel et ethnique. Acceptons-la. Ne cherchons pas à négocier notre voisinage. Mais chaque voisin doit rassurer l'autre. La tolérance veut dire, je te tolère, j'accepte que tu sois mon voisin, mais nous devons nous sécuriser mutuellement. C'est le principe de sécurité contact. Si le voisin est voyou, il ne faut pas vous comporter comme gentil vis-à-vis de lui. L'intolérance n'est pas tolérable. Donc c'est ce qu'on constate malheureusement, par exemple, dans la cohabitation entre la Palestine et Israël. L'intolérance, vous ne tolérez pas, on ne vous tolère pas, et puis escalation de la violence. Donc, la situation d'intolérance entre deux voisins, que ce soit des maisons, des quartiers, de n'importe où, des pays voisins, si le voisin n'est pas tolérable, on ne doit pas le tolérer parce que il va vous faire beaucoup de mal et ça ne marche pas comme ça. Donc, principe de sécurité contact, acceptons que nous sommes différents les uns des autres, acceptons que nous vivons obligatoirement les uns à côté des autres, mais nous devons nous respecter mutuellement, sinon il ne faut pas tolérer celui qui est violent. Voilà. Ça, c'est le respect mutuel. Qui est patriote, qui est nationaliste? Bon, les patriotes va dire, bon, c'est mon espace de référence, mes racines se trouvent dans cet espace-là. Moi, je n'ai pas à demander la permission de quelqu'un pour garder ma patrie et empêcher que d'autres viennent la prendre. Les nationalistes vont dire oui, entre les intérêts locaux et les intérêts étrangers, la priorité est toujours à la nation. Parce que la nation garantit les biens communs
les étrangers à l'espace national peuvent être vos pires ennemis, comme ils peuvent être vos amis également. Mais la priorité chez les nationalistes, c'est la défense des intérêts majeurs de la nation. Et parmi ces intérêts majeurs de la nation, les conditions minimales de vie de tous les citoyens qui soient garanties, l'espace soit garanti, non négociable. Il ne faut pas que les villageois se retrouvent sans terre tout d'un coup. Sinon, la base matérielle, s'ils sont pasteurs ou agriculteurs, la base matérielle de leur existence n'existera plus et par voie de conséquence, et ce sera des populations qui n'auront plus à manger, pas de bonnes possibilités d'habitation ou de santé. Tout cela, il faut veiller à ce qu'on se batte pour que la nation soit en fait acceptée par les voisins comme une puissance dissuasive. Dissuasive, ça veut dire que, remarquez par exemple, si vous avez deux pays voisins en conflit, la première chose que vous devez faire, c'est négocier à la paix. Vous dialoguez avec les pays voisins là. Bon, si ça ne va pas, vous dites dissuasion. Vous organisez un défilé militaire avec toutes vos armes les plus puissantes que vous avez. Vous dites aux voisins, voilà. Si vous venez chez moi, il y a des gaillards, des gens très forts qui sont ici. N'osez pas venir parce que, regardez vous-même, les gens qui défilent là, c'est les gens les plus forts de la région que nous avons et les armes les plus perfectionnées. Donc faites attention à nous. Si les voisins restent toujours en train de vous menacer, en train de vous provoquer, la troisième alternative, c'est se battre, c'est la guerre. La guerre, en fait, c'est une fin ultime. Normalement, si l'étape de négociation réussit, souvent, quand on vous menace, en même temps, on vous invite à tel endroit de l'étranger ou du pays, allez négocier là-bas. Pendant qu'on négocie diplomatiquement, les gens qui préparent l'armée se prêtent aussi, en cas d'échec de négociation, d'intervenir parce que ça peut barler à la fin. Donc, dialogue, d'abord la persuasion, vous avancez des arguments pour dire aux voisins, voilà, nous avons 1000 km de frontières ensemble, ou 20 km de frontières ensemble, faisant en sorte qu'en mettant des commissions mixtes, des arrangements particuliers, que nous vivions ensemble. Ça, c'est la première étape de persuasion. Deuxième étape, s'il n'y a pas persuasion, vous dites, voilà, puisque vous persistez à jouer de la turpitude, si vous voulez, alors je vous conseille de rentrer chez vous. Moi, demain, je vais faire une démonstration de force. Voilà. Regardez ce que j'ai, essayez de me provoquer et vous saurez qui je suis. Donc le défilé militaire, c'est une démonstration de force. C'est oui, de dissuasion. Voilà. Empêcher les voisins qui aient l'idée de vous attaquer un jour, disent je ne vais pas essayer parce que c'est des gaillards. Normalement, dans les aéroports, ceux qui accueillent les étrangers, les soldats qu'on envoie, c'est les plus solides et les mieux équipés pour qu'on dise que les Congos, là, si on y arrive, il y a des gaillards là-bas, on ne peut pas s'en moquer. Donc, la troisième étape, évidemment, si la dissuasion, ça ne marche pas, les voisins, l'agresseur est toujours téméraire, c'est la guerre. C'est le dernier recours. Parce que la guerre, c'est le dernier recours, parce que la guerre, il faut la faire pour défendre le territoire qui est menacé d'être pris par quelqu'un d'autre. Ça, c'est la défense nationale. Mobiliser les troupes, mobiliser les moyens logistiques, moyens d'emploi des forces, mobiliser les hommes pour empêcher que le potentiel adversaire n'ait pas une action efficace sur votre territoire. Professeur Mabiala, que signifie être citoyen congolais? C'est un homme qui, au sein d'un État, a des droits et des obligations. Maintenant, il faut qu'il sente que l'État s'occupe de lui, pour que lui aussi s'occupe de l'État. Si la flèche va seulement dans un sens, ça peut arriver à un désintéressement. Et dans le pire des cas, dans les comptes populaires, parfois les citoyens ordinaires disent « Ah, c'est leur pays, ça ne nous concerne pas ». Il faut que tous les citoyens se sentent concernés par la vie nationale, par les biens communs nationaux et par les problèmes de la nation. Alors, ça devient une nation parce que la conscience collective s'est construite autour d'un tronc commun et c'est ce tronc commun qu'on défendra avec bec et ongle, si vous voulez. Bon, regardez, il y a deux types de citoyens dans le monde. Là. Quand un citoyen américain est mort, je ne sais pas, en Inde ou il est mort, je ne sais pas, au Moyen-Orient, il y a une équipe spéciale, un état-major spécial, un comité spécial pour suivre son dossier,
pour savoir, on demande combien de millions on demande pour sa libération, on va donner, bon. Donc on sait combien de gens sont en prison, en otage en Israël, combien de gens sont en otage en Palestine. Bon, mais beaucoup de pays dans le monde, populistes dans le monde, vous avez un peuple là, bon, qui meurt, dit souvent, personne ne s'en occupe, et personne ne viendra vous chercher si on vous enlève. Et j'ai vu, en circulant à travers l'Afrique, des professeurs venus de France, ils me disent, quand je me promène en Europe, j'ai un passeport français. Si je vais dans un pays de terroristes, j'aurai un passeport, par exemple, congolais. Parce que le gouvernement ne vous réclamera jamais. Hein? Imaginez que vous allez au Mali, les Boko Haram vous attrapent. Souvent, c'est rare qu'on vous réclame. Mais le citoyen américain qui aille dans n'importe quel coin du monde, puisque lui, l'État le reconnaît comme un homme ayant des droits et obligations, c'est ça un citoyen au sein d'un espace national. Mais celui-là, on va réclamer, payer, faire des démarches, envoyer un secrétaire d'État vous chercher. Donc voilà la différence entre la qualité des citoyens selon les pays. Là. Donc il y a une qualité des citoyens selon les pays. Selon les pays. Pourquoi doit-on défendre sa patrie? Mais si vous ne voulez pas être un SDF, comme j'ai dit, sans domicile fixe, hein, on dit, le premier qui a dit, Hayek me asunt, ceci est à moi. La propriété privée a commencé lorsque quelqu'un commençait à dire, ce morceau de terre, c'est à moi. Bon. Alors, à partir du moment où les Anglais disent que les bonnes clôtures font les bons voisins, bon. À partir du moment où vous dites, ce morceau de terre est à moi, vous prenez une clôture, vous mettez, c'est fini. Les autres qui entrent là-bas, s'il y a une vache d'autrui qui vient brouter là-bas, s'il y a un mouton d'autrui qui vient brouter, dans les sociétés traditionnelles, on arrête les moutons, on les coupe en 2 morceaux, et les propriétaires du mouton la moitié, les propriétaires du champ la moitié. Donc, le fait que vous mettez des frontières pour un pays, un État a des frontières, et ces frontières-là délimitent l'espace d'action du pays. Et si vous restez dedans, tant mieux, mais si vous en sortez, vous subissez les coups de la violence de la guerre. Comment un citoyen peut-il prendre part à la défense nationale? Dans les jargons militaires, on dit que dans la défense militaire, il faut intégrer les civils dans la défense militaire. Il y a la défense civile, comme on appelle. Cette défense civile, ça veut dire quoi? Que la guerre ne concerne pas seulement les combattants au front. Ça ne concerne pas les officiers restés à l'état-major, mais la guerre concerne tous les citoyens. Parce que d'abord, les soldats, il est soit l'enfant de notre militaire, il est soit l'enfant de la société en général. Alors, si vous avancez, vous venez, il y a des théories, on a parlé des trous noirs, vous partez de la frontière, vous arrivez à Kinshasa, vous devez traverser un espace avec beaucoup de gens qui vous aiment ou qui ne vous aiment pas. En période de conflit, la collaboration entre l'armée, les forces, les troupes et la population qui traverse est obligatoire. Parce que ce sont les yeux et les oreilles de la troupe. On peut vous dire, voilà, par exemple, à l'époque coloniale, n'est-ce pas? Bon, quand un chef ne voulait pas voir la force publique, on a vu le cas de Bangelema, bon, on vous prend des jeunes filles du coin, on vous les envoie au front, comme ça pour vous distraire, ainsi de suite. Donc la population civile, souvent pendant les guerres, lorsqu'on traverse une contrée comme cela, la population vous donne des informations sur l'ennemi, sur l'adversaire qui attaque les coins, et vous pouvez éviter la mort des troupes ou prendre des directions et prendre des décisions adéquates. Donc, la défense civile suppose qu'il y a une entente, que civils et militaires ne se considèrent pas comme des ennemis. Civils, les Amunguna, soldats. Donc, c'est pas voilà. Donc, c'est pas un ennemi du soldat. Le civil n'est pas un ennemi du soldat. Mais c'est un complément de l'action en cas dans des situations de défense. Ça signifie que toi, civil, si tu sais qu'il y a des choses contre ta patrie, et que bon, l'ennemi va venir de tel côté, et que ça peut aider les troupes à prendre une direction salvatrice, faites-les informer correctement. C'est la défense civile consiste à aider d'abord à l'information, première chose. Ça peut aller dans le sens des fournitures de vivres, donner des vivres à l'armée.
pour que les gens continuent à manger. Parfois, il faut intervenir, les civils doivent intervenir. Et on va parler de l'effort de guerre. L'effort de guerre économique, parfois fourniture des vivres qui sont dans nos forêts pour que les gens aient à manger tous les jours et tout ça. Donc, les civils sont un complément nécessaire pour la sécurité des troupes au front. C'est un complément nécessaire également pour la mise en condition des troupes qui sont au front en situation de guerre. Voilà. Oui, quand j'étais aux humanités, on parlait des citoyens romains. Je voudrais savoir un peu. La Rome, c'était un modèle de l'époque. Comment est-ce que les Romains s'organisaient-ils en matière de défense? Il faut, madame, savoir que l'Empire romain est un empire avec un mur de clôture aux frontières. Ah, donc il y avait un mur. Un mur, oui. Normalement, si vous allez même aux États-Unis, entre le Mexique et les États-Unis, il y a un mur. Hein? Oui. Dans des coins où la situation sécuritaire peut être évidente, on met un mur pour ne pas traiter du même problème tous les jours, hein, n'est-ce pas? Donc, si telle frontière, vous trouvez que c'est le point de départ de beaucoup de conflits, vous mettez un mur là-bas pour empêcher que d'autres viennent faire des troubles dans votre pays. Surtout que ce n'est pas comme en Allemagne de l'Est où il y avait les mêmes gens du même pays avec un mur au milieu. Mais ici, c'est à la frontière du Mexique, aux États-Unis, il y a un mur là-bas. Bon, qu'il a mis, selon les Américains, parce qu'ils estiment que par là, enterrer beaucoup de désordres aux États-Unis. Donc, les murs de l'Empire romain étaient clôturés. Donc, ça peut être à 1000 km de Rome, mais la frontière qui est là est clôturée avec un mur. Donc, si vous allez, par exemple, dans des villes en Allemagne comme Ratisbonne, par où les murs, ou à Cologne, par où les murs de l'Empire romain sont passés, vous trouvez encore la fondation du mur en question. Alors, les villageois qui sont à la frontière de ces murs-là, on les appelait des limitanei, des limes. Ces endroits-là des frontières, on les appelle des limes. Hein? Des limes, ça veut dire des frontières. Alors, les soldats qui habitent les villages là, le long de ces murs-là, on les appelle des soldats paysans. Okay. Donc, si vous êtes ennemi, vous voulez entrer dans l'Empire romain, on vous dit non, à Matadi, à la frontière, il y a des ennemis, des Visigoths, des Mongols, je ne sais pas quoi, des barbares qui veulent entrer. Les soldats, les villageois là, c'est des villageois, mais soldats paysans qu'ils étaient. Donc, ce n'étaient pas des civils. Non, ils étaient villageois, ils faisaient de l'agriculture et l'élevage au village, mais soldats formés dans l'armée pour défendre l'Empire romain en cas de nécessité. Oh, c'était super. Hein? Donc, si vous allez dans un système de cette nature, mais vous voyez que même la défense aura une autre idéologie. Organisez-vous. Les organisez-vous dont parlait Moïse Kabila à l'époque, à la base. Hein. Comité de pouvoir, prenez-vous en charge. Donc l'Empire romain a été construit sur ce principe de prenez-vous en charge. Ça veut dire le long des frontières, il y a des villageois, oui, mais ces villageois, on les forme militairement, soldats limitanei, donc des spécialistes des limes, donc des frontières, qui eux sont là, ils font semblant d'être des pauvres villageois, mais n'allez pas les provoquer et perturber la quiétude de l'Empire romain. Donc ça, c'est des choses vieilles peut-être dans notre histoire, mais construire un mur là où ça pète trop, il faut le faire peut-être, si c'est possible. Et sinon, il faut voir d'autres formules. Donc clôturer, bon, normalement, on fait la promotion de l'ouverture au monde, cohabitation pacifique. Mais quand vous avez des voisins turbulents, il n'y a pas de sécurité contact, comme j'ai dit tout à l'heure, et ça pose des problèmes. Voilà, j'étais en train de vous suivre religieusement quand vous parlez de la sécurité mutuelle. Peut-on vivre avec des voisins qui vous insécurisent, professeur? Bon, regardez, vous habitez, je ne sais pas, madame, dans quelle commune où il y a une secte religieuse à vos côtés. Toute la nuit, ils crient et ils font de la musique. Or, nous sommes protégés par les MR, maintien rétablissement de l'ordre, le tapage diurne nocturne. Donc, c'est marqué parmi les missions de la police, pour sécurité publique. Celui qui fait du bruit, tout tapage nocturne, oui, vous empêche de dormir et le matin vous êtes stressé, vous êtes malade à cause de lui. Il ne peut pas devenir votre ami après. Donc, la salubrité publique, bon, quand il pleut, les gens... sonores. Oui, tous ces problèmes-là, jeter par exemple quand il pleut, bon, l'eau des toilettes est jetée devant la parcelle du voisin, et tout ça, ça insécurise. Donc, le principe de sécurité contact dont j'ai parlé, c'est un principe de convivialité.
Nous devons vivre ensemble dans un même espace parce que nous sommes condamnés à vivre ça, parce que la guerre n'est que l'exception, les conflits, et la coexistence pacifique est la règle. Mais attention, chacun de nous doit respecter l'autre, chacun de nous doit empêcher que l'autre soit mal à l'aise. Celui qui est intolérant, on ne le tolère pas non plus. Donc, il ne faut pas dire, moi, nous sommes peuple accueillant, même les voyous, nous les accueillons. Non, il faut discipliner tous ceux qui veulent perturber la tranquillité publique, la salubrité publique, l'ordre public, et sont des missions régaliennes de la police nationale congolaise, entre autres. Oui. Surtout la salubrité publique. Quand il y a des voisins qui ouvrent, qui vident leur fosse éthique. Mais ça pose des problèmes de santé publique, d'épidémie et tout ça. Voilà. C'est insécuriser aussi les voisins. Et tout ça, c'est prévu dans les missions régaliennes de la police nationale congolaise. Merci, professeur. Parlons un peu de la force publique. Parce que quand on parle de l'armée nationale, nous devons aussi parler des exploits de la force publique. Pourquoi la force publique fut-elle impliquée lors de la Première Guerre mondiale, qui était d'ailleurs une guerre européenne, professeur? Bon, la force publique. Première Guerre mondiale, c'est ce qu'on appelle la Grande Guerre. C'est une guerre entre Européens. Une guerre entre Européens, mais nous étions une colonie belge. Cette colonie belge a été occupée par l'Allemagne en 1914. Au début, on a dit que ce n'est pas l'affaire de la colonie, parce qu'on ne voulait pas que les Noirs se battent en Europe de toute façon. Mais finalement, on a dit non, ces méchants Allemands, ils vont même en Afrique, ils continuent à se battre contre les pays soutenus par les forces alliées en Afrique. Là, ça ne va pas, il faut aller se battre là-bas. Donc, la guerre, elle était européenne, mais la force publique, c'était des troupes coloniales belges. Coloniales. Troupes coloniales belges, ça signifie qu'il n'y a pas d'autonomie des Congolais. L'armée n'est pas une armée nationale congolaise, c'est une armée coloniale à la disposition du pouvoir colonial pour les missions du pouvoir colonial. Et comme c'est une mission de l'Europe belge, la Belgique était occupée par les Allemands. En Afrique, on a attaqué, si vous voulez, en 1914, la frontière avec les Rwandais, le Kouga, à l'est du pays, dans les Grands Lacs. Donc, il fallait réagir. Bon, maintenant, comment on a dit réagir? Quand vous êtes fait déclarer pays neutre, la Suisse est un pays neutre, principe de neutralité. On suppose qu'un ennemi ne peut pas venir vous attaquer parce que vous êtes neutre. Vous n'êtes ni pour l'un ni pour l'autre, même pas au centre, comme on disait, je ne sais pas qui encore. Donc, si vous êtes neutre, normalement... Ni chaud ni froid. Oui, normalement, on devait vous laisser tranquille. Mais les méchants voisins peuvent envoyer, aujourd'hui avec les armes modernes, peuvent envoyer des drones, peuvent envoyer des tirs perdus. Donc, vous entrez dans la guerre d'une manière ou d'une autre. Le fait que les hommes vivent difficilement en paix sur tous les plans, il faut se préparer toujours à la guerre. Alors, la force publique devait aller à côté, pour le compte des Belges, secourir les puissances alliées. C'était au Cameroun, c'était les Anglais et les Français. Mais professeur, s'il vous plaît, j'aimerais savoir, est-ce que le Congo était-il prêt à participer à cette guerre, à la Première Guerre mondiale? Jusqu'en 1914, il n'y avait pas d'armée coloniale au sens propre du terme. C'était une police, force de police chargée. La force publique, c'est d'abord une force de police chargée de protéger les ressortissants étrangers, d'exécuter des décisions de la justice. Bon. Et de soumettre les indigènes, évidemment, qui se soulèvent contre le pouvoir. Donc, il n'y avait que les troupes du Katanga qui étaient préparées à la guerre, parce qu'ils disposaient d'un armement plus moderne. Bon, ici, Albini, le fusil Albini, Moser, tout ça. Donc cette troupe-là du Katanga était très bien organisée à l'époque. Oui, c'était à cause des intérêts économiques du Katanga. Ok, je comprends, oui. C'était mieux protégé avec les troupes du Katanga. Ces troupes du Katanga avaient un armement supérieur aux autres. Alors quand la guerre éclate en 1914, on n'est pas prêt pour la guerre. Qu'est-ce qu'on fait? On joue au ralenti. Ça veut dire que chercher d'abord à avoir des armes un peu plus modernes. À l'époque, c'était des gras, des armes comme des canons Krupp, hein, avec des millimètres, des canons beaucoup plus vastes, et ainsi de suite.
Donc, au départ, 1914-1915, on a dit, on ne se bat pas, faisons la défense tout simplement, mais pas attaquer, pour qu'on ne nous attaque pas. Donc, ils ont joué au ralenti, même s'ils sont allés secourir des Anglais à Abercorn, en Zambie actuelle. Donc, on a joué en 1914, 1915, et on a commencé à attaquer à partir de janvier 1916. 1916. Alors, on a pris le 1er janvier 1916, on a pris Yaoundé. Yaoundé qui était aux mains des Allemands, mais la coalition entre Anglais, Français et forces publiques congo-belges, si vous voulez, ça fait que la capitale du Cameroun est tombée le 1er janvier 1916. Alors, au mois de mai, le 6 mai 1916, Kigali est tombé aussi. Hein? Capitale, elle était dans l'Est africain allemand, là, Kigali. Ça faisait partie de l'Est africain allemand. Donc, Kigali au Rwanda. Oui. Le Kigali, c'est la capitale du Rwanda, est tombée entre les mains de la force publique ce jour-là. Comment bon, mais il y a la guerre, quand il y a la guerre, bon, les troupes, parce qu'à ce moment-là, en 1916, on disposait d'avions et de bateaux, de navires de guerre. Logistiquement, on s'est organisé pour que armes et munitions soient améliorées et pour pouvoir attaquer. Il y a 2 ans de préparation suffit pour renverser tout le monde en cours de route. Donc la force publique était préparée à cette guerre 2 ans seulement. En tant qu'ensemble, seulement les 2 ans là, mais la guerre avait déjà commencé, si vous voulez. Bien sûr. 6 juin 1916 aussi, bon, Bujumbura est tombé. Donc on a commencé d'abord à remporter la victoire à Kigali au Rwanda, et puis on est parti à Bujumbura. Parce que les troupes faisaient une marche à pied, en colonne, non? On prend un point tel, on avance, ainsi de suite. Au fur et à mesure qu'on gagne, on continue le chemin, sinon on pouvait s'arrêter là. Tabora, c'est le 19 septembre 1916, vous voyez? Tabora, là, en Tanzanie. Oui, Tanzanie. Donc, on a pris la capitale du Rwanda, le 9 mai 1916. On a pris la capitale du Burundi, le 9 juin 1916. Ça, je me trompe, je crois 6 juin encore, le 6 juin 1916. À Tabora et à Mahenge. 19 septembre, on a pris Tabora. Et puis, en 1917, au mois d'octobre, c'était Mahenge. Comment la mobilisation pour cette guerre a été-elle faite? Bon, mobiliser pour la guerre, ça signifie que, d'abord, quand il y a une guerre, il y a 2 sortes de mobilisation. Une mobilisation civile et une mobilisation militaire. La mobilisation civile, c'est de regarder, par exemple, parmi les fonctionnaires de l'État, ou dans la jeunesse scolaire, ou je ne sais pas quoi, qui peut être mobilisable. Quelles sont les possibilités humaines qu'on a dans la société? Est-ce qu'on peut, par exemple, si on est en crise de combattants, prendre des fonctionnaires de l'État et les embarquer? Ça, c'est une mobilisation civile. Bon, la mobilisation militaire suppose que non seulement vous mobilisez les hommes de troupes sur le terrain, mais également l'armement, armes, munitions, tout ça vous devez voir est-ce que nous sommes capables, en un temps record, de réagir devant cette demande. Parce que pour qu'il y ait la guerre, il faut ce qu'on appelle un plan d'emploi de force. Le plan d'emploi de force, ça veut dire comment intervenir sur le plan tactique, comment intervenir sur le terrain pour gagner la guerre. Ça suppose que vous bénéficiez, vous avez à votre disposition des armes, munitions et des hommes capables de les manipuler, n'est-ce pas? Parce que si on invente de nouvelles armes pendant que vous attendez, le temps d'apprentissage, voilà, vous pouvez être surpris. Hein? Surtout dans les guerres modernes, la formation, ça ne peut plus être seulement courir, baptême de feu, mais il faut également former les gens pour la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Donc à chaque étape de l'évolution historique, les armes, les fusils, c'est lui qui apprend à tirer avec Albini. Bon, maintenant Moser, c'est Schneider, qui utilise les canons, si vous voulez, les Krupp. Il faut les entraîner avant. Sinon, les armes, vous pouvez les avoir avec vous. Au moment de tirer, il n'y a personne pour tirer pour vous. Donc, c'est pourquoi les guerres, on les improvise pas. Malheureusement, ça s'improvise toujours. Mais quand elles arrivent, il faut un comité stratégique tel que
Même les armes, on peut vous les donner même gratuitement, mais encore faut-il savoir les utiliser à temps. Le temps de chercher à mettre ce qu'il faut, tirer, bon. La guerre se reprend toujours, professeur. Ça, c'est à l'école de guerre qu'on apprend ces gens. Oui. C'est désagréable. Vous pouvez avoir des surprises parce que le temps d'apprentissage pendant la guerre, c'est la vitesse qui compte pendant les guerres là. Les guerres modernes, ce n'est plus la première guerre mondiale, puisque nous avons parlé de ça, c'était la guerre de quantité d'hommes. Celui qui a beaucoup de combattants, il est supérieur à celui qui n'en a pas. Parce qu'on fera mourir tout le monde, il y aura toujours des gens. Oui, voilà. Mais les guerres modernes aujourd'hui, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, l'aviation va jouer un rôle prépondérant. Les troupes fantassins sur terrain, dans les tranchées, doivent être appuyées par les troupes et par des actions aériennes pour les couvrir et pour leur permettre d'avancer au front. Donc c'est tout ça, et il faut former les gens, n'est-ce pas? Donc il y a évolution. Lors de la Première Guerre mondiale, on avait besoin des gens, on devait enrôler beaucoup des militaires. Ouais. Mais lors de la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'évolution, la technologie. Ouais. Il faut avoir plus d'appareils que vous pouvez manipuler pour tuer ou soit gagner. Alors donc, avant d'aller en guerre, vous faites les points, parce que les gens qui vendent les armes sont les mêmes, et chez l'ennemi et chez vous. Donc, c'est des marchés, comme on vend des cacahuètes au marché des beignets. Bon, les mêmes marchés. Les mêmes marchés, donc il faut aller vite apprendre, choisir les bonnes armes et surtout ne pas se tromper de direction en tirant, voilà. Et quel type de discours propagande de guerre? Bon, à l'époque. Vous restez toujours dans la Première Guerre mondiale, j'ai l'impression. Nous sommes toujours dans la Première Guerre mondiale. Nous évoluons, professeur. Oui, quel type de propagande de guerre? Alors, pendant la Première Guerre mondiale, on a dit aux soldats congolais pour les motiver. Soldats, les Allemands sont tellement mauvais. Les Allemands sont tellement mauvais qu'ils ont décidé de vous tuer pour prendre vos femmes, vos enfants et même votre bétail. Donc, battez-vous pour que cela n'arrive pas. Alors, et ils disent, mais vous nous amenez au front, nos femmes vont rester dans les camps militaires, on va les tuer. On a eu une longue colonne militaire. Les gens ont fait 900 km à pied, sans chaussures. Dans cette colonne, il y a des soldats, des porteurs et des femmes et enfants des soldats de la force publique. C'est jamais vu dans l'histoire du monde qu'il en soit ainsi. Mais la propagande, la théorie morale, comme on appelle, propagande de guerre, a dit... Si vous laissez vos enfants, vos femmes, les Allemands viendront les prendre. Oui, ils sont tellement méchants. Deuxième chose, on entendait, par exemple, pendant cette période, il y avait le Covid, pendant cette Première Guerre mondiale. Là. Influenza, grippe espagnole, c'est la même chose que Covid, les effets là. Alors, bon, il y a 100 000 morts du côté de Tanzanie qui sont morts de Covid, des espèces de Covid, influenza. À l'époque, c'était quoi? C'était pas même le Covid? On appelle ça grippe espagnole. Okay. Parce que même le roi d'Espagne, quand il a appris qu'il y avait la grippe, il a fouillé les palais. Chaque fois, d'ailleurs, vous avez vu, quand il y a une épidémie comme ça, les gens fouillent les palais royaux, ils vont ailleurs pour ne pas mourir. Donc, alors, on a dit que les 100 000 personnes sont mortes, mais ce sont des méchants Allemands de nouveau qui ont inventé des armes chimiques pour liquider les Africains. Donc, on ne savait pas guérir ça correctement. Les épidémies viennent sans annoncer et repartent sans annoncer. Dans l'histoire du monde, c'est toujours comme ça. Les épidémies, depuis l'Antiquité, il y a des épidémies qui sont de type Covid et consorts. C'est depuis l'Antiquité que ça en est ainsi. Mais ça vient, on sait que ça apparaît, et puis ça disparaît. 3 ou 4 ans après, ça revient. Alors, on dit c'est les Allemands là. Les Allemands, c'est des armes biologiques fabriquées par les Allemands qu'on a données. Et c'est ça qui fait. Donc, il y a des boucs émissaires quand il y a des épidémies pareilles. Bon, comme la variole. Donc, c'était la rumeur, une folle rumeur. Oui, oui. Et cette rumeur, jusqu'à présent, elle persiste. On dit soit qu'on nous vaccine pour nous tuer, ou nous vendre aux Américains, ou des tas de trucs comme ça, voilà. Pourquoi la force publique, qui était une police, n'a pas perdu des batailles? Mais comme on a dit, lorsque les hommes de troupes ont confiance en leur commandement, lorsque celui qui se bat sait que de toute façon, j'ai fait mon mieux
j'ai l'appui de mes chefs et les gens de mon pays m'aiment bien pour que je leur rapporte les résultats. Souvent, la victoire appartient aux Congolais dans tous ces... La victoire est certaine. Oui. Et ça montrait que même les Belges étaient surpris que c'est les soldats parfois qui trouvaient leur commandant blessé. Lui-même est blessé déjà, les soldats de la force publique. Mais il est le chef qui est blessé à ne pas mourir. Donc, ce dévouement-là, cette bravoure militaire, on a beaucoup vanté. Et c'est ça qui a fait la surprise d'une armée coloniale qui n'était pas destinée à être une armée, mais une police coloniale, qui est tout d'un coup devenue militaire. C'est comme ça que les réformes en partir de 1918-19, là, les réformes de la force publique sont allées dans le sens de créer des troupes campées destinées uniquement au combat et des troupes en service territorial destinées à appuyer les missions administratives et policières et judiciaires. Ok. Parlons effort des guerres. La Deuxième Guerre mondiale, 1940-1945, encore une guerre européenne que le Congo a participé, à laquelle plutôt le Congo a participé. Quels étaient les 3 types d'efforts de guerre? Bon, d'abord l'effort de guerre. Effort de guerre, ça veut dire quoi? C'est quelque chose de supplémentaire qu'on vous demande. Voilà. Effort de guerre, il y a eu 3 types d'efforts de guerre. Premier effort de guerre financier. Premier effort de guerre. Effort de guerre financier. Deuxième effort de guerre économique. Et troisième effort de guerre militaire. Financier, économique et militaire. Voilà 3 sous-types. Effort de guerre financier, c'est qu'on avait décidé qu'on a fait un appel à cotisation. La Belgique, notre métropole, disait le gouverneur général, est en guerre, est envahi, délogé même, le gouvernement est en exil, délogé là. Alors maintenant, nous n'avons plus de métropole en fait. D'ailleurs, à l'époque, le 10 mai 1940, on a dit, la force publique, le commandant en chef dit, mais alors, il n'y a plus de métropole, pourquoi nous devons... Donc la Belgique a fui la guerre. Oui. Chaque fois, c'était neutre, non? La neutralité a été violée par l'occupation de la Belgique par l'Allemagne. Alors, il dit, maintenant que nos compatriotes n'ont plus de métropole pour les protéger, nous devons, nous, la colonie, financer la métropole. Donc nous devons nous organiser. Organisons-nous, nous qui sommes en colonie, pour financer nos compatriotes restés en Belgique. Alors, ils ont cotisé, j'ai noté, je ne sais pas si c'est ça, 236 384 794 francs de cotisation, effort de guerre financier. C'était pour soigner des œuvres caritatives qui s'intéressaient aux blessés de guerre, et tous les problèmes des familles délaissées par la guerre, tout ça, cet argent-là. C'était des Belges, ce n'est pas des Congolais, c'était des Belges faisant des affaires au Congo, colons, commerçants, administrateurs, gérants, tous hommes d'affaires, ils ont cotisé là, chacun volontairement. Ça, c'est l'effort de guerre. Alors, l'effort de guerre... Ça a été fait par les commerçants. Oui, les commerçants coloniaux, donc tous les coloniaux vivant, agents de l'administration coloniale, missionnaires, hommes d'affaires, industriels, et tout ça, ils ont cotisé pour la métropole. Donc, ce n'est pas la Belgique qui a envoyé de l'argent au Congo pour qu'on développe le Congo, c'est l'argent du Congo travaillant en Congo qu'on a envoyé en Belgique. Ok.